Donc maintenant, on accueille le docteur Didier Leget, qui est par là, qui est ici, qui est un de nos collègues urologues bien connus, qui a plusieurs casquettes. Donc il est à la fois chirurgien urologue reconnu, il est à la fois assureur, conseiller ordinaire, au Conseil de l'Ordre. Tu es sûrement expert. Non, tu n'es pas expert. Non, je ne suis pas expert. Il est pas du tout expert. Non, pas du tout. Je suis de l'autre côté. Donc, il va nous parler donc des aspects juridiques de l'exercice chirurgical. On a évoqué ce problème déjà hier, et je pense qu'il va vraiment le développer. Et puis, on pourra poser quand même, je pense, il y aura beaucoup de questions. Et puis, il va également nous parler un peu de l'outil Internet par rapport à notre pratique. Comment apparaître sur Internet? Est-ce qu'il faut avoir son site Docteur Intel qualifié dans toutes les qualifications avec des belles photos, etc. Est-ce que c'est bien? Jusqu'où on peut aller? Et jusqu'où on peut aller par rapport à ces outils de communication, ces réseaux sociaux? Merci Xavier. Bonjour à tous. Je vais essayer de vous emmener dans un domaine que vous ne connaissez pas très bien et partager avec vous, je dirais, mes compétences mises au service de la chirurgie depuis une vingtaine d'années. Je suis venu au médico-légal pour défendre les collègues, pour défendre notre profession, et je vais donc partager avec vous des connaissances que vous n'avez pas. Et j'aimerais d'abord vous dire que vous êtes bons, vous êtes brillants, vous êtes les meilleurs chirurgiens au monde quasiment en qualité de formation, mais vous êtes mauvais dans vos obligations professionnelles. Et donc on va essayer de partager un moment pour essayer de vous donner ces obligations qui feront demain la réalité de votre quotidien. Alors, on m'a demandé un peu au dernier moment de faire des informations Internet. Je vais donc vous raconter l'histoire du risque médico-légal en France, parce que c'est arrivé à peu près au moment où vous êtes venu au monde, c'est très récent. Je vous raconterai un peu les différentes procédures, comment on fait la prévention du risque opératoire. Je vous parlerai rapidement, parce qu'un certain nombre d'entre vous m'interrogent souvent sur comment on doit prendre en charge un enfant mineur, quel est le droit au niveau de la prise en charge d'un enfant mineur. Et vous verrez que les établissements de santé nous font faire des choses qui ne sont pas légales. Le secret médical, beaucoup d'entre vous, en particulier à l'hôpital public, ne savent pas toujours à quel point le secret médical, vous en êtes pénalement responsable. On parlera de la prescription en chirurgie à cause du dossier médical, et puis on terminera sur les sites Internet et la télémédecine. Tout ça, bien évidemment, en moins d'une heure, et on va faire vite. Alors d'abord, je dirais que le droit commence à la rédaction de la condition humaine, et puis des droits de l'homme, en 1792 à peu près. C'est là que tout va commencer, c'est-à-dire que pendant très longtemps, les chirurgiens ont considéré qu'ils dominaient le patient. Ce n'est pas vrai, le patient a les mêmes droits que vous avez des droits, il en a, et donc on est bien égaux en droit, et c'est en ça où derrière il a fallu construire une législation pour expliquer tout ça. Alors, quand il y a des droits, eh ben, il faut aussi une force publique pour appliquer les droits, et on va y revenir. Et d'un autre côté, nous avons un serment d'Hippocrate qui fait qu'on s'engage quand vous passerez votre thèse. J'espère que si vous n'êtes peut-être pas encore tous thésés, mais quand vous passez votre thèse, vous prêtez serment. Et ce serment, il n'est pas à la légère, il vous engage et il vous bloque dans un certain nombre d'obligations. En particulier un devoir d'information et puis un devoir de confiance, de ne jamais mentir, de ne jamais trahir et d'être à la hauteur de la dignité chirurgicale. Alors on a été tranquille de 1789 à peu près, y compris en 1800 et quelques, puisque en gros, il y avait nous, et puis il n'y avait personne à part Dieu. C'est-à-dire qu'en 1834, l'Académie de médecine a dit que pour juger un médecin, il n'y avait que Dieu et ses pairs, donc que Dieu et ses confrères, il n'y avait personne d'autre. La Cour de cassation, dans sa sagesse, en 1835, a reconnu que c'était vrai. Il y avait Dieu et nous, et il n'y avait personne d'autre. On est tranquille, et globalement, les chirurgiens peuvent faire ce qu'ils veulent pendant encore des années. Et puis, derrière Dieu et nous, progressivement, on voit que la législation va se compliquer, et on va y revenir tout à l'heure. Juste une remarque, un certain nombre d'entre vous ne comprennent pas très bien comment marchent les juridictions. Alors il y en a deux, il y a les tribunaux civils, les procédures civiles, et les commissions de conciliation et d'indemnisation, on va y revenir, créées par la loi Kouchner en 2002. Et puis il y a les sanctions plus sévères professionnelles, il y a les sanctions ordinales, le Conseil de l'ordre, le Conseil régional, l'instance disciplinaire nationale, et puis les tribunaux pénaux. J'avais prévu de vous faire un ou deux cas cliniques pour vous aider à réfléchir sur vos obligations professionnelles, pour faire vite. C'est un homme de 57 ans qui a fait un accident vasculaire cérébral à l'âge de 53 ans, qui a une sténose carotidienne et qui a un PSA à 5. Il y a des urologues parmi les jeunes chirurgiens, là? Quelques-uns, très bien, c'est parfait.
Donc on lui fait une ponction biopsie prostatique dans un centre de radiologie, c'est J1. À J6, il fait un tableau de prostatite, il a une température à 40, mais le médecin généraliste pense que c'est une grippe, il le met sous macrolide. À J7, il n'arrive plus à uriner, il a une difficulté, il fait une hématurie macroscopique, il va aux urgences. Le chirurgien de garde fait le diagnostic de prostatite, le met sous ampicilline, 2 grammes, en fait il n'en aura qu'1,5 g. Il est apyrétique, pas d'hyperleucocytose. À J9, il fait un globe. L'urologue qui rentre du Congrès national de l'Association française d'urologie va le sonder. Et puis, quelques heures après, à J10, il fait une insuffisance rénale, il fait un choc septique, il va rentrer en réanimation, il sortira avec un accident vasculaire cérébral, une hémiplégie, et il est aveugle. Les biopsies, pas de cancer. Il est légitime que cet homme de 53 ans se retourne vers une juridiction et essaie de trouver un responsable. Il y en a ou il n'y en a pas. Qui va l'indemniser? Alors, l'expert va retenir plusieurs manquements. L'absence de CBU pour l'urologue, l'absence d'antibiotiques pour l'urologue, peut-être, oui, non. Le service de radio est-il responsable? Oui, non. Le médecin généraliste a-t-il fait une erreur de diagnostic? Oui, non. Le chirurgien de garde a-t-il fait une erreur de diagnostic et de posologie? Oui, non. Les infirmières ont-elles commis une erreur de dose d'antibiotiques? Oui, non. La sonde urinaire n'aurait pas dû être posée? Oui, non. Voilà les questions qui vont se poser. On va donc partir d'un cas pratique et vous emmener à voir quel va être le résultat de ce cas pratique en termes de responsabilité pour vous et de modification professionnelle. Alors, qu'est-ce que fait l'expert? L'expert, il va rechercher dans le code de déontologie et dans le code de santé publique vos obligations professionnelles, et de ce manquement à vos obligations professionnelles, il va en tirer des conséquences. Aujourd'hui, combien d'entre vous ont déjà lu le code de déontologie? Voilà. C'est comme si vous appreniez demain à conduire sans avoir appris le code de conduite. C'est-à-dire que le code de déontologie, c'est un article dans lequel il y a 100 articles qui vont définir vos obligations professionnelles. Vous êtes des chirurgiens hors pair, mais vous ne connaissez pas vos obligations professionnelles. L'expert, il va rechercher dans le code de déontologie vos obligations. Premièrement, vous devez assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science. C'est la première mission de l'expert. Quelles sont les données acquises de la science? Alors, les données acquises de la science, pour le CBU, c'est une obligation pour la Société française d'anesthésie et réanimation et une obligation d'antibioprophylaxie pour l'Association française d'urologie et la Société française d'anesthésie et réanimation. Dans ce dossier, pas de CBU, pas d'antibiotiques, il y a donc un manquement aux règles de la science. L'expert va dire au juge, il y a un manquement aux règles acquises de la science. Et puis, il y a eu un sondage, au lieu d'un cystocate dans un contexte sceptique, l'expert va répondre, on aurait dû mettre un cystocate et pas une sonde, il y a donc un manquement aux données acquises de la science. Alors, on va continuer. Dans les missions d'expertise, le juge, vous avez vu tout à l'heure le serment d'Hippocrate, donc il y a toujours le devoir d'information. Vous avez une obligation de partager votre savoir avec celui qui vient vous rencontrer. C'est votre devoir d'information. Ce devoir d'information, s'il y a un manquement, est-ce qu'il est à la charge du patient? Est-ce que c'est une obligation légale? Si oui, quels sont les articles de la loi qui vous y obligent? Est-ce que c'est une obligation déontologique, donc écrite par les médecins pour des médecins dans le Code de santé publique? Est-ce que c'est une obligation qui relève de la loi Kouchner de mars 2002? Est-ce que c'est dans la loi Hôpital Patient Santé Territoire de 2011? Est-ce que la Haute Autorité de Santé s'y est intéressée? Alors, je ne vais pas vous faire répondre oralement, mais on va regarder en détail. Sur le devoir de l'information, tout commence en 1936 par l'arrêt qui a fondé la responsabilité médicale, qui s'appelle l'arrêt Mercier. En 1936, la Cour de cassation va juger dans une affaire Mercier que dorénavant, il s'établit entre le malade et le chirurgien ou le médecin un contrat. Que dans ce contrat moral qui se passe entre vous et le malade, il y a un certain nombre d'obligations réciproques. À peu près 95% de tous les contrats que vous rencontrez au quotidien sont des contrats commerciaux. Quand vous achetez une voiture, quand vous achetez une cuisine, quand vous ouvrez un compte en banque, vous avez 20 pages ou 30 pages écrits en petits caractères et vous signez tout. C'est un contrat commercial, vous avez pris un engagement et le vendeur de voiture a pris un engagement. Et bien là, vous passez un contrat avec le malade, à la différence de tous les autres contrats d'à peu près tout le reste de la société. Ce contrat, il n'est pas signé, c'est un contrat moral. Qu'est-ce que dit ce contrat en 1936? Que vous vous engagez à donner au patient des données acquises de la science et en gros lui faire partager votre art. Que vous devez l'en informer pour qu'il ait le droit de choisir. Mais, et c'est la fin de l'arrêt Mercier, le malade doit rapporter la preuve que vous avez fait un manquement à partager les données acquises de la science
et à partager avec lui l'information. En 1936, c'est toujours le malade qui doit prouver. Alors, nous, on informe, et puis on recueille un consentement oral, et puis il y a quand même une obligation du patient. Quelle obligation du patient? C'est d'abord la sincérité, quand il vous donne ses renseignements, quand il répond à vos questions, il n'a pas le droit de vous mentir. Si un malade vous ment sur ce qu'il vous donne, et que vous en prenez des décisions qui vont être pénalisantes pour lui, à la mesure où il a menti, sera lui le responsable. Et puis, il vous donne des honoraires. Les honoraires, c'est ce qui va terminer le contrat. Alors, certains d'entre vous, quand ils sont salariés, ils disent « moi, j'ai pas d'honoraires ». Faux. Votre employeur, il encaisse des honoraires et il vous donne un salaire. Donc, il y a bien, à un moment donné, un contrat qui se termine par une rémunération. À la différence de tous les conseils téléphoniques que vous pouvez faire, ou tout à l'heure, des conseils que vous pouvez donner sur Internet, où le contrat n'est pas respecté, puisqu'il n'y a pas, in fine, un règlement. Eh bien, après l'arrêt Mercier, en 1936, au frais du droit d'information, on est toujours tranquille. Il ne se passe rien. On attend 1995, vous venez de naître à peu près tous ici présents, les jeunes, pour que le code de déontologie, dans sa rédaction, mette que dorénavant, nous avons une obligation d'information. Mais nous ne l'avions pas jusqu'en 1995. Alors l'information doit être loyale, claire, appropriée sur l'état de santé, les investigations et les soins qu'on apporte. Votre première obligation, elle repose aujourd'hui sur l'article du Code de déontologie, qui est l'article 35. Et certains d'entre vous me disent le Code de déontologie, on s'en fout. Non, le Code de déontologie, il est intégré au Code de santé publique et vous ne pouvez pas vous asseoir dessus. L'article 35, voilà ce qu'il dit. Est-ce qu'on va être emmerdé? Eh bien non, on est toujours tranquille. Jusqu'à l'arrêt Edreuil en 1997. Cet arrêt, il a bouleversé le droit médical. En 1997, il y a un patient qui doit avoir une coloscopie, qui a une coloscopie. Après la coloscopie, il a une perforation. Après la perforation, il y a un d'entre nous qui intervient, on lui fait une colostomie. Il porte plainte, et effectivement, l'arrêt Mercier dit que c'est à lui à prouver qu'il n'a pas été informé. Alors, il va aller en cour de cassation, et il est vrai que dans sa sagesse, la cour de cassation va considérer que c'est celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information qui doit prouver que cette information ait été donnée ou n'ait pas été donnée. C'est l'inversion de la charge de la preuve. La totalité du risque médico-légal va basculer en 1997. Vous voyez il n'y a même pas 20 ans. Et vous arrivez, vous, en pleine maturité de ces mobilisations médico-légales. Le devoir d'information, donc, en 1997, c'est à nous à prouver qu'on a informé. Mais c'est une information orale qui est rappelée dans le serment d'Hippocrate, qui est rappelée dans le Code de déontologie, qui est rappelée dans la loi Kouchner, qui est rappelée dans la Convention pour la protection des droits de l'homme à l'égard de la médecine, qui est une convention européenne, qui est rappelée dans la charte du patient hospitalisé, qui est rappelée par la loi Hôpital Patient Santé Territoire de Mme Bachelot en 2009, qui est rappelée par la Haute Autorité de Santé, et qui est rappelée par la jurisprudence. Moi qui suis assureur aujourd'hui, 2/3 des dossiers que nous perdons, c'est des problèmes d'information. Votre première obligation professionnelle, celle qui aujourd'hui qui a aujourd'hui le plus d'articles, le plus de publications, le plus de condamnations, c'est votre devoir d'information. Or, à l'hôpital, en particulier pendant notre formation, on n'est pas formé à l'information. D'abord, on n'a pas le temps, on vous fout des consultations à 25 ou 30 malades l'après-midi, on vous fait courir partout, les dossiers sont déjà posés, les dossiers tombent, parfois ils sont même par terre, donc vous n'êtes pas spécialement sensibilisé à ça, mais ce sera demain la première raison de mise en cause. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'information ? Est-ce que vous devez mettre dans l'information toutes les alternatives du dépistage? Est-ce que vous devez mettre dans ce cas-là tous les risques sceptiques? Est-ce que vous auriez dû lui parler du globe? Est-ce que vous auriez dû lui parler du risque d'accident vasculaire cérébral? Est-ce que vous auriez dû l'informer du risque de la cécité? Toutes ces questions qui vous paraissent anodines, eh ben, elles sont répondues dans la loi. C'est-à-dire que tout est précisé sur quels sont les risques et tout ce que vous devez annoncer au patient. Alors, vous devez informer le patient de toutes les alternatives thérapeutiques, de toutes les alternatives au diagnostic. Vous auriez dû proposer à ce patient, soit on fait des biopsies prostatiques maintenant, soit on refait un PSA, soit on réfléchit. Vous devez l'informer de tous les bénéfices et risques. Il y a un bénéfice à faire des biopsies de prostate parce qu'il y a un bénéfice à trouver un cancer de prostate, mais il y a des risques. Comme vous avez fait un accident vasculaire cérébral, il y a potentiellement des risques de refaire un accident vasculaire cérébral. Néanmoins, l'expert a considéré dans sa sagesse qu'il n'y a aucun article publié dans toute la littérature internationale ou même nationale qu'une ponction biopsie prostatique peut donner un accident vasculaire cérébral. Donc on ne considère pas qu'il n'y a pas de défaut par rapport à l'avoir informé d'un risque d'AVC. Il y a un défaut par rapport à l'avoir informé d'un risque de prostatite, puisqu'on sait qu'après les biopsies prostatiques, on a 2,
% de complications avec antibioprophylaxie et 6% sans antibioprophylaxie. Donc vous devez l'informer de tous les risques, de toutes les complications connues, même exceptionnelles. Et je prendrai l'exemple de quand vous prescrivez une fluoroquinolone, vous dites au patient aujourd'hui, vous avez un risque de tendinite. Pourtant, le risque de tendinite, c'est une tendinite du tendon achilléen sur 150 000 prescriptions. C'est bien un risque exceptionnel, mais vous savez que quand ça se produit, c'est dramatique, vous informez les gens sur ce risque exceptionnel qui a été publié. Et puis, inversion de la charge de la preuve, ce sera à vous à démontrer à l'expert et à la juridiction que vous avez informé le malade. On va y revenir tout à l'heure. Qu'est-ce que dit le code de déontologie sur vos obligations? Alors la plupart d'entre vous me disent quand je vous rencontre, le code de déontologie a été imposé par Pétain, on ne respecte pas le Conseil de l'ordre parce que finalement c'est un gouvernement de collaboration. Faux. La déontologie a été rédigée, le premier code, en 1879 par les syndicats de médecins qui souhaitaient mettre en place des règles professionnelles de bonne conduite. C'est donc bien les médecins qui ont rédigé le code de déontologie. Puis il a été réécrit en 1945 et l'ordre a été validé en 1945 parce que Pétain s'est retrouvé avec une Assemblée nationale qui continue à traiter les dossiers, mais la demande de la création de l'ordre avait déjà été déposée en 1938. Donc l'ordre n'a pas été créé par Pétain. C'est juste que l'administration française a continué son travail. Nouvelle rédaction du code de déontologie en 1955, en 1979 pour intégrer l'avortement qui était interdit par la première rédaction du code de déontologie, 1995 et 2012 avec l'arrivée de nouvelles informations. Quelles sont vos obligations professionnelles? Donc on l'a dit, assurer des soins consciencieux, dévoués, donner acquis de la science, article 32. Vous devez veiller à ce que vos prescriptions soient en toute clarté, qu'elles soient comprises par le patient et par son entourage, articles 34 et 35 du code de déontologie. Un certain nombre d'entre vous me disent, moi je refuse les familles en consultation. Vous n'avez pas le droit, et on reviendra tout à l'heure sur la Kouchner. Votre information doit être loyale, claire, appropriée, sauf pronostic grave. On ne dit pas à un malade qui est en train de mourir d'un cancer métastatique en fin de vie, vous serez mort ce soir. Vous avez une obligation d'humanité, mais ce que je viens de vous dire, on l'a pas malheureusement vu. Consentement recherché dans tous les cas, et le consentement éclairé, il est vrai pour les médecins salariés comme pour les médecins libéraux, et c'est à vous à conserver un consentement éclairé. Donc si vous pouvez faire signer un document par le patient, eh ben, vous pouvez le conserver, vous avez la preuve que vous avez eu toute la démarche pour faire en sorte. En 2002, la loi Kouchner, qui est une loi très bien rédigée, a remis une couche sur le devoir d'information. Vous devez informer les patients sur les soins, leur utilité, les risques nouveaux, c'est-à-dire que si vous mettez un patient sur un traitement long, comme nous en urologie, le BCG, la médecine ou d'autres, et qu'il y a une publication qui sort, qui annonce un nouveau risque, vous êtes censé le dire au malade. Vous devez aussi informer le malade s'il est sorti et que vous découvrez un risque particulier, vous devez le rappeler chez lui, vous devez l'informer des risques survenus pendant les soins, même s'il est sorti de l'établissement. Ça reste une information orale, vous ne pouvez faire aucun acte sans consentement éclairé, et on va y revenir tout à l'heure, vous pouvez dépasser l'autorité parentale, et c'est nouveau dans la loi Kouchner, et on verra donc qu'en urgence et dans un certain nombre de situations, vous n'avez pas besoin d'autorité des parents pour prendre en charge un enfant. La Kouchner, elle a créé une obligation que nos établissements de santé ont prise en charge, qui est la désignation d'une personne de confiance. En fait, elle relève de votre obligation. Vous devez rencontrer les familles, rencontrer les proches, prendre un numéro de téléphone et savoir qui vous devez appeler en cas de complication. Comme les médecins se sont désintéressés de cette question, c'est aujourd'hui l'administration hospitalière qui l'a fait. Mais ça relève de votre responsabilité. C'est bien à vous à prévenir le conjoint, l'enfant d'un proche qui vient de mourir au bloc opératoire, et c'est pas à l'administration de saisir le dossier pour la personne de confiance. C'est bien à vous de le faire, et je vous invite, quand vous avez des grosses chirurgies, à faire revenir le patient avec sa personne de confiance en consultation pour qu'il entende tout ce que vous avez à dire. Voilà, le Conseil d'État, donc je vous disais tout à l'heure, a remis une couche sur le devoir d'information, y compris les complications exceptionnelles, et y compris après la sortie d'un patient. Comme ça ne suffisait pas, la Cour de cassation, dans sa sagesse, a estimé que si nous n'avions pas informé un malade d'un risque qui peut se produire sur une chirurgie qui de toute façon n'est pas évitable, il n'a pas pu se préparer psychologiquement à ce risque. Et c'est à nouveau en urologie qu'il y a eu cette procédure, un patient qui s'est retrouvé impuissant après une prostatectomie radicale et qui dit « si j'avais été prévenu du risque d'impuissance, j'aurais pu profiter un peu plus de ma sexualité avant la chirurgie. J'aurais pas refusé la chirurgie, mais j'aurais pu me préparer psychologiquement. » Alors ce préjudice d'impréparation, il est aujourd'hui indemnisé.
On va payer au patient 2 000 ou 3 000 euros, et c'est un préjudice autonome, qu'il y ait ou non des fautes ou pas de fautes, ça n'a aucune importance. Ce préjudice, il sera indemnisé à part entière, tout seul, on appelle ça un préjudice autonome. Je ne reviens pas sur la haute autorité de santé, je vous en ai déjà parlé. Les faits de cette biopsie prostatique avec une prostatique, un AVC, remontent en 99. Alors, est-ce qu'en 99, l'obligation d'assurance professionnelle était obligatoire? À votre avis? On répond vite. Est-ce qu'en 99, quand on était chirurgien, il fallait s'assurer? Oui ou non? Oui. A priori, oui. On n'imagine pas un chirurgien ou un pilote d'avion ou un chauffeur de bus qui ne serait pas assuré. Eh bien non. L'obligation d'assurance pour les chirurgiens, elle arrive en 2002 et c'est Bernard Kouchner qui l'a mis en place. Est-ce que l'assurance est obligatoire depuis la loi Hôpital Patient Santé Territoire de 2009? Je viens de vous répondre, non, c'est 2002. Quelle que soit la date de réclamation, c'est l'assureur au moment des faits qui couvre le confrère. Est-ce que c'est l'assureur qui le couvrait en 99 qui couvre? Est-ce que c'est l'assureur de 2005? Alors, vous ne le savez pas, mais il y a eu une crise d'assurance en 2002. Les assureurs du marché qui étaient en garantie trentenaire, ils assuraient pendant 30 ans le fait générateur. Le fait générateur, c'est l'intervention chirurgicale, était parti du marché. Alors, en décembre 2002, le 30 décembre, il y a un sénateur à Bourg qui a porté une loi et qui a dit dorénavant, c'est quand la réclamation arrivera, c'est l'assureur de la réclamation qui couvre. Ainsi donc, un enfant peut porter plainte jusqu'à 10 ans après sa majorité, jusqu'à 28 ans après la naissance. C'est l'assureur, quand le chirurgien, 28 ans après, est toujours assuré, qui va couvrir la naissance 28 ans avant. Et ce n'est pas l'assureur au moment de l'accouchement qui a entraîné, par exemple, un plexus brachial. On est passé en base réclamation. On a abandonné la base fait générateur le 30 décembre 2002. Est-ce que c'est l'assureur qui paye les amendes pénales? Jamais. Le juge pénal, tu as raison, il ne s'occupe pas de ça. L'assureur, il va couvrir uniquement les indemnités civiles et les créances de la caisse primaire d'assurance maladie. Voilà, donc c'est bien Kouchner. Et si vous n'êtes pas assuré, j'ai encore eu un chirurgien viscéral installé en libéral depuis 2 ans qui n'est pas assuré, c'est 45 000 euros d'amende et une interdiction d'exercer qui peut être de plusieurs années. Ce qui me paraît assez logique. Voilà. Je ne rentrerai pas dans la délai de couverture, etc. Et puis en 2002, et ça a bouleversé notre responsabilité médico-légale, Bernard Kouchner a eu l'idée de créer les CRCI, devenus depuis CCI, Commission de conciliation et d'indemnisation. Alors pour vous les jeunes, ça ne représente rien. En fait, aujourd'hui, ça représente presque 2/3 de vos mises en cause. Qu'est-ce que c'est que les CRCI? Est-ce que c'est une procédure gratuite pour les malades? Est-ce que les malades peuvent porter plainte et c'est gratuit? La réponse est oui. Les malades vont porter plainte devant une commission qui s'appelle la Commission de conciliation et d'indemnisation, qui va instruire une enquête avec une expertise et qui va répondre. Elle répond en combien de temps cette procédure? Eh bien, elle répond en 4 mois, entre 4 et 6 mois maximum. Donc c'est gratuit et c'est rapide. Est-ce qu'il y a une expertise pendant la CRCI? Oui. Est-ce que c'est une expertise contradictoire? Est-ce que toutes les parties s'expriment? Oui. Le patient, sa famille, son avocat, le chirurgien, l'anesthésiste, l'établissement. Parfois en expertise, on est 25 ou 30 personnes autour d'un malade pour essayer de savoir qui est fautif. C'est donc contradictoire. L'expertise qui n'est pas contradictoire, c'est l'expertise pénale. L'expert pénal, en procédure pénale, il reçoit les parties les unes après les autres. Il n'y a jamais d'explication tous ensemble. Ce qui fait que la procédure pénale, même dans sa réalité, est bien plus complexe qu'une procédure CRCI ou une procédure civile. Alors, c'est aujourd'hui la première raison de mise en cause. À partir de quand un malade peut ester en CRCI? Est-ce que c'est une invalidité de 5%, une invalidité de 25%? En fait, il faut avoir un handicap de plus de 25% d'invalidité. La loi Touraine aimerait changer ça et a priori mettre 1%, ce qui pour nous risque de faire exploser le nombre de procédures. Derrière les CRCI, si c'est un accident médical non fautif, personne n'est fautif, et bien à ce moment-là, c'est la solidarité nationale avec un fonds tiré de la Sécu qui vient de l'ONIAM, qui va indemniser. L'ONIAM a 200 millions pour indemniser toutes les procédures. Ce monsieur qui a un AVC, si ce n'était pas fautif, c'est la solidarité nationale qui va payer. Voilà. Et puis, si jamais vous n'êtes pas d'accord, on va aller au civil, en ce qu'on appelle une procédure au fond. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors en droit médical, comme à peu près dans tous les autres domaines, qu'est-ce qu'il faut pour indemniser? Est-ce qu'il faut un dommage? Ben oui,
S'il n'y a pas de dommage, il n'y a pas d'indemnité. On voit encore des experts qui disent, bah là, il y a faute. Oui, mais il n'y a pas de dommage. Donc on arrête. S'il n'y a pas de dommage, il n'y aura pas d'indemnisation. Il faut une faute? Bah oui, il faut une faute. On verra quel type de faute, et il faut un lien de causalité obligatoire. Obligatoire. Si vous n'avez pas de lien entre la faute et le préjudice, vous n'avez pas d'indemnisation. Et là, je me dispute avec un expert en ce moment. Il y a un dossier qui n'a pas été présenté en RCP, un dossier de cancéro pour une prostatectomie radicale, et le patient va mourir d'un tableau septique sévère à J5 après une prostatectomie radicale. Il dit, ce dossier n'a pas été présenté en RCP, donc c'est fautif. Il y a une faute administrative, mais qui n'a pas de lien direct avec le décès du patient, dans la mesure où le patient avait expliqué clairement qu'il ne voulait pas d'autre traitement que la chirurgie. Donc il faut arriver à réexpliquer à cet expert en particulier, mais qu'il faut un lien de causalité non discutable. Alors, je ne vais pas trop m'étendre, mais la faute, c'est un défaut d'information, un défaut de technique. Aujourd'hui, vous êtes bon, les fautes techniques sont exceptionnelles. C'est-à-dire qu'en général, c'est un défaut d'information. Vous savez opérer, vous savez gérer vos suites, vous êtes plutôt pas mal. Mais c'est sur l'information qu'on n'est pas bon. Et puis, il faut un dommage. Dans les dommages, il y a plusieurs préjudices. Il y a les préjudices affectifs. Quand un petit-fils n'a pas vu sa grand-mère depuis 3 semaines parce qu'elle est en réa, et que la grand-mère ou le grand-père ou le monsieur ou la dame n'ont plus de tendresse et plus de sexualité, il y a un préjudice sexuel. Et puis il y a un presium doloris parce qu'ils ont souffert beaucoup, etc. Il y a différents postes de préjudice avec des indices aujourd'hui qu'on retrouve dans la grille de Dintillac. Alors, dans cette procédure, le patient, il a été en CRCI, l'expert a reconnu qu'il y avait un manquement sur le CBU, un manquement sur l'antibioprophylaxie, un manquement dans la prise en charge en mettant une sonde. Donc l'urologue que j'assurais a été reconnu responsable. Alors c'est un dossier à 1 million d'euros, une biopsie prostatique c'est payé 76 €. Donc vous voyez qu'un geste anodin peut avoir un impact économique lourd, 1 million d'euros. Alors l'indemnité du patient ça a été 20 000 € pour l'incapacité temporaire. Pour l'incapacité plus longue, c'est 200 000 €, avec une rente de 598 000 €. Un presium doloris, il a eu mal, etc., de 20 000 €. Un préjudice d'agrément, parce qu'il ne peut plus voir ses petits-enfants, il ne peut plus voir son jardin, de 10 000 €. Un préjudice sexuel pour lui, un préjudice sexuel pour son épouse, avec un préjudice moral. Et puis, il a fallu indemniser la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 160 000 €, qui ont été les 30 jours de réanimation qu'on suivit. Quelle est la réponse à ça? Votre travail à vous pour que ce genre de dossier n'existe plus. D'abord, l'information. Le consentement autour de l'indication, le bénéfice et le risque, je l'ai déjà dit. Un chiffre, un dessin, un papier, une feuille d'information avec des références. L'Association française d'urologie pour nous les urologues, mais la SFCV pour les autres, la Société française d'anesthésie réa. On prévient les risques, on informe, on donne des documents. Et puis, vous organisez la permanence des soins et la continuité des soins. Moi, j'assurais un neurochirurgien, il faisait une dizaine de blocs le vendredi soir, il était à Dubaï. Ben, il n'y a pas de permanence des soins. Et quand les hématomes compressifs se déroulaient dans le week-end et qu'il y avait 3 syndromes de la queue de cheval, il n'y avait personne. Et quand il rentrait le mardi, eh ben, on avait 3 paraplégiques. Parce qu'il n'y avait pas de continuité de soins. C'est une de vos obligations professionnelles. Alors vous avez aujourd'hui, dans toutes nos spécialités chirurgicales, des documents d'information qu'il faut aller chercher, qu'il faut donner, qu'il faut partager avec vos malades. Les causes des procédures, essentiellement, la première cause de procédure, c'est l'indélicatesse d'un confrère ou d'un professionnel de santé ou d'un brancardier ou d'une infirmière ou d'une aide-soignante. L'infirmière qui passe dans la chambre et qui dit à sa copine « Oh, il l'a pas raté. Hein. Oh la vache, dis donc, cette fois-ci, il n'a pas raté. » Vous avez la procédure, c'est sûr. Le brancardier qui remonte la dame au bloc, il dit « Oh, il a mis 7 heures, dis donc. Le bouffon, terminé, vous avez une procédure. » Donc en fait, c'est ça. Alors après, la deuxième cause, c'est le confrère. Vous êtes parfois responsable d'une cause. Il y a un malade qui vient vous voir, il vous dit « Voilà, j'ai été opéré par Duchemol et il se passe ça. » Oh la vache, d'habitude il fait mieux. Hein. Mais parce que quand vous êtes un avis, vous êtes vachement content d'être sollicité pour un deuxième avis, vous allez déraper légèrement. Oui, je l'ai connu, oui. C'est bien connu avec des espèces de soupirs et des petits signes. Alors, le malade, il va en conclure, à juste titre, qu'il est mauvais et que vous êtes un dieu, ce qui est très agréable. Mais quand on va mettre en cause le premier chirurgien, vous allez être embarqué dans l'affaire. Et après, il faudra vous justifier devant le premier chirurgien que vous avez soupiré, que vous avez sous-entendu qu'il n'était pas bon, puisque tout le monde se retrouvera à l'expertise. Je vous rappelle que le code de déontologie vous interdit de soupirer et de critiquer un confrère. Alors, entre vous, dans les congrès, on le fait toujours un peu, mais devant un malade, c'est interdit. Vous auriez mieux fait de vous en passer parce que vous vous retrouverez embarqué. Problème
assurationnel, quand vous ne sentez pas un malade, ne l'opérez pas. Filez-le aux copains. Dites-lui, prenez un deuxième avis, ou il est meilleur que moi, ou faites ce que vous voulez. Mais n'opérez pas les gens à qui ça ne passe pas. C'est pas la peine, ça passe pas avant. Quand la complication va survenir, ça passera encore moins, et là, vous ne récupérerez plus rien. Vos honoraires. Ne vous accrochez pas sur les honoraires alors qu'il y a des complications, que ça devient difficile à gérer. J'ai dû intervenir pour un orthopédiste qui était au 4e courrier en recommandé pour récupérer des honoraires sur une prothèse de hanche décédée à J5 d'un sepsis sévère à 82 ans. C'est difficile. Il vaut mieux s'asseoir dessus. Et si vous sentez que vos honoraires peuvent poser problème, je vous rappelle les obligations, tact et mesure. On s'assoit sur ces honoraires pour faire privilégier notre art par rapport aux honoraires. Et puis il y a des gens qui porteront réclamation contre vous, que ce soit en procédure civile ou surtout en CRCI, simplement parce que ce monsieur qui a 53 ans, qui était agriculteur, il ne peut plus s'occuper de sa ferme, il est aveugle, et il a aujourd'hui 700 € de revenus par mois. Donc il va faire une procédure simplement pour trouver une solution d'indemnisation à son handicap, et c'est logique. On va en faire un deuxième rapidement pour répondre à des questions sur l'enfant. Vous prenez en charge des enfants. Quelle est la réalité de la législation sur la prise en charge d'un enfant mineur ? Alors là, c'est un enfant qui a un phimosis serré, qu'on n'arrive pas à décaloter, et puis il va y avoir une circoncision. C'est un enfant musulman, mais il y avait une indication formelle, et le confrère qui fait la circoncision, il tombe sur un hypospadias. L'hypospadias, c'est donc l'orifice, le méa urinaire, qui se retrouve au milieu de la verge, juste sous le prépuce. Il ne revoit pas le malade en consultation parce que ce chirurgien estime que les circoncisions, c'est des actes de merde et qu'il ne revoit pas les gens en consultation, il y a autre chose à faire. Quand l'enfant revoit le médecin traitant, il regarde la verge, c'est la première fois qu'il voit un hypospadias, il dit... Alors là, il a coupé le gland en deux. Hein. Le gland, il est ouvert, il y a un trou au milieu. Alors le père, qui n'a jamais vu un hypospadias non plus, parce qu'on n'en voit pas tous les jours, il fait une procédure. Et il reproche qu'on a coupé le gland en deux. L'expertise va être rapide. En pratique, l'expert, il baisse le slip de l'enfant, il dit, non, c'est un hypospadias. Donc on fait un cours de 3/4 d'heure sur ce que c'est qu'un hypospadias à un papa d'origine musulmane qui parlait pas bien le français et qui était persuadé qu'on s'est moqué de lui. Quelle est la faute qu'a commis le collègue ? Non pas une faute, il n'y a pas de lien entre le manquement de communication post-opératoire et le préjudice. Il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas donc pas rien, donc il n'y a rien à indemniser. Mais néanmoins, s'il avait vu le papa juste après l'intervention, pour dire cet enfant avait une malformation, s'il avait contacté le médecin traitant pour dire cet enfant a une malformation, et s'il avait revu les gens en consultation, tout se serait éteint. En tant que chirurgien, vous ne pouvez pas ne pas faire tout ça. Pour les enfants, vous devez prévenir les parents, on va y revenir, ou un adulte de leur choix, mais vous devez tracer tout. Vous dites découvert d'un hypospadias, informer le médecin traitant, vu les parents. Et vous ne pouvez pas non plus faire des actes chirurgicaux sans revoir les gens en consultation. Vous devez tous les revoir, même 1 minute. Tac, on arrive, très beau zizi, il sort, c'est fini. Vous ne faites pas payer la consultation, mais au moins dans votre tête, le dossier, il est fermé. Bonne cicatrisation. On voit des gens revenir 3-4 ans après en disant ça n'a jamais été beau. Et oui, mais quand on prend le dossier, qu'on n'a jamais une consultation post-op, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses ? On ne peut pas savoir. Revoyez tous vos malades. Alors, pour les soins d'un enfant mineur, est-ce que vous devez informer, rechercher à obtenir les parents ou un représentant légal ? Systématiquement, est-ce que vous devez ? Est-ce que l'enfant peut s'opposer à l'information de ses tuteurs ? Est-ce que l'enfant a le droit de dire « je ne veux pas que mes parents soient au courant ». Est-ce que l'enfant peut choisir l'adulte de son choix ? Un oncle, un parrain, un grand frère ? Est-ce qu'il peut ? Est-ce qu'en cas d'urgence, un médecin peut se passer d'un consentement éclairé ? Est-ce que l'enfant peut choisir d'être examiné seul ? Est-ce que pour une circoncision rituelle, il faut demander l'avis des 2 parents ? Voilà des questions que vous allez vous poser sans arrêt, auxquelles l'administration a répondu d'une façon claire et nette. Tout enfant opéré doit avoir l'autorisation d'opérer signée par les 2 parents. Terminé. Ils ont répondu, ils ont tranché, et vous foncez, au point que, quand un enfant n'a qu'une autorisation signée par la maman, on vous dit l'enfant est remonté, il est parti, il est habillé. Pourquoi ? Le père n'a pas signé. Oui, enfin moi j'ai le père, il est incarcéré en prison depuis 5 ans, le père il signera rien. Ah bah tant pis pour elle. Non, pas tant pis pour elle. Il y a une législation, on va la regarder en détail, tout est prévu dans le code pénal, dans la loi Kouchner, on peut opérer les enfants sans autorisation d'opérer les 2. Alors qu'est-ce qu'il nous est dit ? Le code de déontologie nous dit que nous devons nous efforcer à prévenir les 2 parents. On s'efforce. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive. On s'efforce. Bon. On nous dit aussi qu'en cas d'urgence, on a besoin de personne. C'est-à-dire que l'autre jour, il y a une torsion de testicule qui vient à 2h du matin chez nous, un gamin de 14 ans, et l'anesthésiste et l'administration me disent on va attendre. Hein. On va attendre, on n'arrive pas à joindre les parents. On va attendre quoi ? Bon, on verra demain matin. Non, on ne va pas demain matin. Non. La torsion, on va l'opérer tout de suite. Ah non, il faut attendre. Alors moi, je leur dis non. La loi Kouchner est claire. Le code pénal aussi. C'est une urgence. On opère tout de suite avec ou sans l'accord des parents. Vous n'avez pas besoin. Comme les confrères anesthésistes qui me disent « Putain, il y en a un qui saigne, il est témoin de Jéhovah. »
Donc putain, j'appelle le procureur. Vous n'avez pas besoin d'appeler le procureur. Qu'il soit témoin de Jéhovah, qu'il soit ce que vous voulez, il y a des soins à faire à un enfant, vous le transfusez, vous lui sauvez la vie, vous l'opérez, et le reste, ça suivra. Le code est très clair là-dessus. Un chirurgien peut intervenir sur n'importe quel enfant en urgence sans demandation de qui que ce soit. Alors après, il doit rechercher avec l'administration à joindre les parents, mais si vous n'y arrivez pas, vous opérez, vous n'attendez pas. De même que les écoles vous ont tous fait remplir, à vous qui êtes parents, un espèce de bulletin, vous dites « j'autorise l'école à faire opérer mon enfant quand ils veulent, comme ils veulent ». Ça n'a aucune valeur légale, hein. Aucune. Puisque le devoir d'information fait qu'on autorise les gens à intervenir sur un enfant en fonction de ce qu'on autorise, de ce qui lui arrive. Et comme on est en urgence, n'importe quel chirurgien qui ait le papier de l'école ou pas le papier de l'école, il opérera l'enfant sans se poser de questions, l'anesthésiste va l'endormir. Ça, c'est réglé. Alors, là, ici, vous êtes un petit peu embêté par le statut des parents divorcés ou séparés. Ce n'est pas à vous à le contrôler, hein. C'est-à-dire que ce n'est certainement pas à vous à dire vous êtes divorcé, ben, il me faut l'autorisation, il me faut le jugement, on rentre dans des logiques, il nous faut le jugement du tribunal pour savoir si c'est vous qui avez l'autorité ou non. Le code pénal répond qu'à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre ou informer l'autre. C'est logique. Avec un bémol quand même, et on va y revenir tout à l'heure, c'est que je vous invite pour toutes les chirurgies non urgentes, d'un mieux possible, à obtenir l'accord des parents. Dans les chirurgies non urgentes, c'est les chirurgies non discutables. La hernie chez l'enfant, par exemple, il faut l'opérer, l'hernie ombilicale ou ailleurs, il faut le faire. Chez nous, les techniques d'anti-reflux ou les jonctions et des pyonéphrite, il faut le faire. Donc on aura l'autorisation d'un des parents, ça suffit, on fonce. L'idéal étant qu'il y ait le deuxième. Par contre, tout ce qui est chirurgie esthétique et circoncision rituelle, la jurisprudence est très claire, vous devez l'autorisation signée des deux parents, et c'est la seule exception. Donc vraiment, pour la circoncision, ayez l'autorisation de signer des deux parents. Après, est-ce qu'un mineur peut s'opposer à l'information de ses parents? Eh bien oui. Eh bien oui, la loi Kouchner dit qu'aujourd'hui, dès qu'un enfant a le discernement, alors s'il a 4 ans, je ne suis pas sûr, mais s'il a 10 ans, 12 ans ou 13 ans, et qu'il dit « je ne veux pas que mes parents soient informés », il a le droit. Et vous ne devez pas lui refuser, il a le droit. Et pourquoi? Pour l'IVG, uniquement pour l'IVG. C'est la réalité de l'IVG et de la contraception qui a fait qu'on a changé le droit. Alors retenez cette idée, quand vous avez un enfant qui vient pour n'importe quelle chirurgie, vous dites si c'était une IVG, ah oui, effectivement il a le droit. Par contre, qu'est-ce que dit la loi? Ben, la loi elle dit qu'il a le droit, mais il choisit un adulte responsable et il vient avec un adulte responsable. Et vous faites signer l'adulte responsable. Il dit, je viens avec mon parrain qui a 35 ans, etc. Il dit, je viens seul avec lui parce que j'ai un kyste du testicule, on revient aux urologues, que j'ai 16 ans et je ne veux pas que mes parents soient au courant parce qu'on est séparés, je ne vis pas avec eux, etc. Très bien. Il vient avec un adulte majeur et l'adulte majeur signe. Donc un enfant peut parfaitement se passer de relation de ses parents. Et c'est vrai aussi pour son dossier médical. Les parents déboulent à votre cabinet, je vois le dossier de mon enfant. Votre enfant, il a dit qu'il ne souhaitait pas que vous le voyiez. Eh bien, ça se passera comme vous voulez, madame. Mais votre enfant de 13 ans, que j'ai opéré pour les organes génitaux de quelque chose, ne veut pas que vous soyez informé. Par contre, il est venu avec un adulte de son choix. Et vous pouvez impliquer l'adulte du choix qui, lui, est, je dirais, la validation de cette indication. Donc on peut. Une seule autorisation d'opérer d'un parent suffit. Aucune autorisation d'opérer peut suffire. On vous dit, on va faire signer la mère. Mais la mère, elle est dans la chambre. Dans la mesure où la mère a amené l'enfant, que la mère a fait les papiers, que la mère est présente, l'autorisation d'opérer n'en a rien à foutre. Elle est de facto. Je vous rappelle qu'il y a en droit français aucune législation sur l'autorisation d'opérer signée. C'est vrai pour son dossier, je vous l'ai dit, et voilà. Alors, l'école, je vous l'ai dit, les deux parents, ce n'est pas nécessaire, il y a plusieurs articles de jurisprudence, et vous faites signer là-bas. Qu'est-ce que, pareil, pour prévenir dans cette cas de postectomie, l'information, la fiche de l'affût, l'indication médicale, l'indication religieuse, il faut les deux, et je vous invite à ne jamais opérer sous les deux. Quand vous avez une chirurgie fonctionnelle qui est sans urgence, que ce soit pour un enfant ou pour un autre, ou pour les grosses chirurgies, n'hésitez pas à demander un deuxième avis. Ou alors, souvent, les gens disent, mais si je l'envoie prendre un avis autour de la concurrence, ils vont me le piquer. Bah, écoutez, s'il vous le pique, il vous le pique. Si le malade ne revient pas lui-même, c'est qu'il n'a pas suffisamment de confiance pour revenir. Ne craignez pas la concurrence, ne craignez pas les autres équipes. Sachez demander un deuxième avis pour des choses fonctionnelles, pour des choses lourdes. Voilà. Et n'oubliez pas la permanence des soins. Toujours respecter les bonnes pratiques, les indications opératoires, les RCP. Méfiez-vous de la comorbidité. Et aujourd'hui, en tant que chirurgien, vous êtes emmerdé dans un certain nombre de procédures en partage avec les anesthésistes. C'est pour ça qu'on a fait la checklist. Alors, il y a des orthopédistes ici? Voilà. Alors, les orthopédistes,
c'est les plus compliqués à gérer sur le risque infectieux, le risque de prévention de maladies thromboemboliques. Et ils disent, c'est l'anesthésie, j'en ai rien à foutre. Alors il y a une checklist. Imaginez demain que vous montez dans un avion où le pilote et le copilote ne sont pas parlé et qu'ils n'ont pas fait de checklist. En général, vous redescendez de l'avion. Moi, j'ai volé avec une fois un pilote bourré. On n'était pas très à l'aise et certains sont redescendus de l'avion. Donc, vous avez confiance et la confiance, c'est chirurgien anesthésiste. Sur le risque infectieux, le CBU pour nous les urologues, l'antibioprophylaxie, le risque thromboembolique, dans les procédures, aujourd'hui, nous sommes systématiquement condamnés à 3 établissements, anesthésistes et chirurgiens. Parce qu'il y a la checklist. La checklist, elle vous oblige à un moment donné. Moi, je suis ravi que la checklist existe. Avant, les orthopédistes tombaient tout seuls. Boum, 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 boum. Maintenant, il y a une checklist. Quand un orthopédiste tombe, il tombe avec l'anesthésiste et il tombe avec l'établissement. Et moi, je partage les 1 million d'euros en 3, ce qui est vachement agréable. Donc, vous êtes engagé sur des choses qui ne relèvent pas de ta spécialité. La protège de genou, qui est sous Préviscan, qui est ou qui a, par exemple, en même temps une infection pulmonaire et que tu mets au bloc, tu seras emmerdé parce qu'il y a une comorbidité pour laquelle tu n'as pas tenu compte. La douleur aussi, sachez gérer la douleur. Prévention de l'accident, respect des règles d'art, j'ai dit, les recommandations, c'est vrai. Sachez reculer. Sachez reculer en tant que chirurgien. N'allez pas opérer un malade que vous ne sentez pas, y compris quand il vient de rentrer au bloc et qui est en larmes sur la table et qui dit je veux plus. On annule tout, on arrête. N'opérez jamais quand vous ne le sentez pas. Sachez vous arrêter. Sachez annuler une intervention. Sachez demander un deuxième avis. Un grand nombre d'entre eux, vous êtes embarqués dans des procédures pour avoir voulu rendre service. Il y a une dame qui se fait une cholécystectomie le lundi et le chirurgien digestif en sortant dit au confrère urologue « tu peux lui mettre un TVT ». Et voilà la dame qui est une chef d'entreprise et il lui dit « madame, je vous mets un TVT demain, ça vous rend service ». « Ah oui, dit impeccable, comme ça vous traitez mon incontinence, je fais ça demain ». Le lendemain, il met le TVT, 3 semaines après, le TVT, il est dans le rectum. Elle a une colostomie, etc. Enfin bon, elle a une migration du TVT de la bandelette. Mais sur l'information, on est mauvais. Il a voulu rendre service. Les urologues, plus que d'autres spécialités, probablement sont embarqués pour rendre service à des gynécos, pas à des orthopédistes, je te rassure, ou à des viscéraux qui ont sectionné les urtères. Ça, c'est classique. Vous allez les appeler dans un bloc, d'abord, il ne peut pas refuser. Les confrères qui disent, moi, il m'emmerde, il a qu'à se démerder avec son urtère. Vous êtes un tiers compétent, vous êtes appelé, vous devez y aller. Vous y allez, vous intervenez, vous mettez une sonde double J, vous suturez l'urtère. La malade ou le malade devient votre malade. Vous devez le voir en post-opératoire, vous devez le suivre et vous devez penser à retirer la sonde double J dans 1 mois. Et pas 4 ans après quand elle revient avec une sonde double J calcifiée et qu'elle vous met en cause parce que le rein est perdu, parce que vous n'avez rien fait. Ça devient votre patient, vous faites une feuille de soins, vous touchez des honoraires, il y a dorénavant un contrat qui vous lie à lui, c'est légal, et vous devez continuer à l'accompagner. Jamais critiquer un collègue, considérez tout acte. Il n'y a pas de petite chirurgie. L'ongle incarné, c'est une grande cause de mise en cause et les panaries chez les orthopédistes. Donc le phimosis, la hernie inguinale chez les viscéraux, c'est la première cause. Les varices chez les chirurgiens vasculaires. Donc toutes les petites chirurgies vont vous embarquer. Permanence des soins et participer aux organismes agréés. L'histoire de la salade, je réponds dans les questions, il y a une raison à ça. Quand vous êtes mis en cause, et on a bientôt terminé sur ce sujet, quand les gens vous engueulent, quand les gens vous provoquent, quand vous sentez que ça dérape, vous devez communiquer, informer en temps réel. Un malade est sur table, il est en train de se dégrader, les anesthésistes sont dessus, il a un arrêt cardiaque. Vous commencez à vous informer de savoir où est la famille. Vous ne fuyez pas. Moi, j'ai un bloc opératoire, une dame, elle rentre pour une césarienne, le papa, il est devant avec ses 2 sacs, ses affaires, il voit le SAMU rentrer, il voit l'anesthésiste rentrer, et puis il voit personne sortir, et puis 6 heures après, il demande à l'aide-soignante où est sa femme. Ah, c'est votre femme? Elle vient de partir avec les pompes funèbres, avec les enfants. C'est-à-dire qu'elle est rentrée, elle a fait une embolie amniotique, on a perdu tout le monde, mais personne n'est venu chercher le papa. Jamais il vous pardonnera. Il vaut mieux affronter, il vaut mieux aller voir. Vous évitez l'orgueil, je suis le meilleur chirurgien de la Terre, écoutez, il est mort. Moi j'ai vu ça, hein. Elle est morte, c'est pas étonnant, quand on a la graisse qui colle, on meurt, et quand on meurt, c'est pas la faute du chirurgien, au revoir monsieur dame. Non, jamais d'orgueil, jamais la colère. La colère, ça ne sert à rien. Engueuler les gens alors qu'ils viennent de perdre un proche ou qu'ils ont une complication, ils vous le feront payer. La fuite non plus, on ne prend pas la porte de derrière. On assume. Mais sans culpabiliser, et là je ne suis pas d'accord avec la Haute Autorité de Santé, la Haute Autorité de Santé, elle vous dit « excusez-vous ». On ne s'excuse pas. D'abord parce que vous n'êtes pas émotionnellement dans un état de savoir ce qui se passe. J'ai fait une faute, pas une faute. Le seul domaine où j'autorise, où je vous conseille de vous excuser, c'est l'erreur de côté. L'erreur de côté, c'est l'erreur de côté. Oui, vous êtes trompé. Là, c'est sûr, je pourrais pas faire tout ce que je peux pour vous défendre. L'erreur de côté, c'est l'erreur de côté. Vous êtes trompé. Donc là, on peut s'excuser. L'oubli de compresse, ça se discute, parce qu'il y a des situations dans lesquelles on peut oublier une compresse ou un champ, en particulier quand il y a une rate qui vous pète à la gueule, que d'un seul coup c'est le feu dans le bloc, et qu'à la fois on vous reproche d'avoir oublié un truc comme ça au fond du ventre. C'est pas grave, il est vivant,
il y aura une procédure, nous on va payer, c'est pas un souci. Donc évitez de vous excuser. Quand vous avez un accident, vous écrivez tout à chaud. Il s'est passé ça, 4 heures du matin, il est entré, il est arrivé, le sang est arrivé, le sang n'est pas arrivé, la porte du bloc, j'ai eu ça dans une césarienne, la porte du bloc était fermée par un cadenas, on n'a pas pu ouvrir la porte du bloc, on n'a pas pu rentrer. Vous notez tout, parce qu'à un moment donné, on en aura besoin. Et vous appelez un conseil extérieur, un copain, quelqu'un de l'équipe, qui vous dit qu'est-ce qui se passe, je viens de perdre un malade, c'est terrible, chut, calme, qu'est-ce qui se passe? Vous faites un métier dangereux, vous aurez des morts, il faut l'accepter, mais il faut vous entourer pour vous protéger. On garde des photocopies et des traces. Pourquoi? Parce qu'en procédure pénale, il y a un officier de police judiciaire qui va venir saisir le dossier. Un gendarme arrive, bonjour monsieur, dame, je viens prendre le dossier de docteur monsieur Dupont. Ah bon? Là, il fouille tout le bureau. Hein. Il va prendre tout ce qui appartient au dossier Dupont. Vous serez convoqué par un OPJ, des fois 1 an après. L'OPJ va vous interroger pendant 6 heures, ou éventuellement en garde à vue pendant 12 heures, voire 24 heures. Pourquoi? Parce que les OPJ vont vous faire chacun répéter une version différente. Et puis, 5 ans après, vous serez devant le juge d'instruction. Si on n'a aucune pièce pour vous défendre, on fera ce qu'on peut. Voilà. Ça, c'était sur le globalement. Maintenant, je vais faire très vite avant d'attaquer l'informatique. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je vais trop vite. Le secret médical. Je vous rappelle que le secret médical est une information capitale pour vos métiers. Même si la loi de Mme Touraine veut créer une base de données médico-sociales nationale, aujourd'hui, le secret médical, vous en êtes responsable, vous en êtes le garant. C'est la déontologie, c'est le code pénal. Vous, tout ce que vous allez entendre dans l'intimité des gens, tout ce que vous savez. Et le nombre, j'étais l'autre jour à une réunion avec des urologues super, qui me disaient, tiens, moi j'ai opéré machin, tiens, j'ai opéré Bernard machin de son cancer du rein avant qu'il meure. On n'a pas le droit de faire ça. Et c'est fait tout le temps. Tout le temps, tout le monde partage. En RCP, c'est pareil. Vous allez en RCP présenter le dossier d'un type, on vous dit nom et prénom. On vous dit non, je ne veux pas donner son nom et prénom. Ah bah tu ne peux pas le présenter en RCP. La RCP n'a pas à apprendre que tel sénateur ou tel député, il a un cancer du pancréas ou un cancer du rein. Il n'a pas à le savoir. Ça relève de votre responsabilité. La vôtre, mais aussi ceux qui travaillent à côté de vous. Vos infirmières, vos brancardiers, vos aides-soignants, ça c'est plutôt le secret médical de la clinique, mais ça relève de ce que vous allez leur dire, et puis votre secrétaire. Vous êtes responsable de vos préposés. Votre femme, pour ceux qui je marié une femme, mais pour ceux qui ont marié des maris, ton mari, il sera aussi. Si vous partagez avec eux des secrets, d'abord vous n'avez pas le droit, et si jamais vous avez dérapé, vous demandez le secret absolu. Vous êtes responsable de vos préposés, vous êtes responsable de vos proches. Le code pénal est sévère, c'est jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende si vous avez révélé une information, y compris après la mort, Pour faire très vite. La prescription en chirurgie, aujourd'hui, vous êtes tous emmerdés parce qu'on a informatisé les hôpitaux et on vous demande de recopier des listes de médecins généralistes sur les écrans d'ordinateur avec toutes les prescriptions. Qu'est-ce que dit la loi? D'abord, la loi, elle dit que dans un établissement de santé, voilà tout ce qu'il doit y avoir dans un dossier médical. C'est la loi, c'est le code de santé publique. Alors, quand l'administration nous enquiquine pour avoir le compte rendu opératoire, la lettre d'hospitalisation, la lettre de sortie, les prescriptions, ils ont raison. C'est la loi et c'est nécessaire pour qu'il y ait une traçabilité dans un certain nombre de choses. D'accord? Alors, qu'est-ce que dit notre code professionnel? Et c'est ça qui compte. Il dit que vous pouvez faire tout, mais que sauf circonstances exceptionnelles, vous n'avez pas le droit de dépasser les connaissances et votre expérience. Vous n'avez pas le droit d'aller au-delà de vos compétences. Vous êtes libre de vos prescriptions, les avantages, les inconvénients, vous devez l'expliquer aux patients, des soins consciencieux, comment ça se passe. Mais l'article 33 dit quoi? Que vous devez vous appuyer sur des concours appropriés, c'est-à-dire un anesthésiste, c'est-à-dire un médecin généraliste, des gens qui ont des compétences que vous n'avez pas, parce que vous ne devez pas aller au-delà de vos compétences. Et de l'autre côté, quelle est notre problématique aujourd'hui? C'est le règlement administratif et les pharmaciens. Les pharmaciens, ils ont l'obligation de contrôler techniquement la prescription, d'en déceler l'imperfection. Donc aujourd'hui, on a un règlement administratif qui dit que la Sécu ne veut pas payer des médicaments en ville et des médicaments à la clinique, et vous avez le pharmacien qui demande et qui exige que ce soit un prescripteur de l'établissement qui prescrivent les médicaments qui ont été prescrits en ville. Et donc à vous, chirurgiens, on vous demande d'aller au-delà de vos compétences. C'est illégal. C'est illégal. Alors comment faire? Chacun d'entre vous, vous allez faire appel à un anesthésiste. L'anesthésiste va assumer ses responsabilités, article 64, et vous les vôtres. Chacun d'entre vous est responsable de ses actes. Si vous recopiez un traitement qui arrive de médecin généraliste dans lequel il y a un ACO, vous savez, ces nouveaux anticoagulants, et que vous le recopiez, et que les infirmières lui donnent, et que le malade meurt au bloc opératoire parce que vous avez remis de l'effiante, parce que vous ne savez pas que l'effiante c'est un nouveau NACO, et bien le malade meurt au bloc, vous êtes responsable d'avoir renouvelé l'effiante, parce que sur la putain d'ordonnance de médecin généraliste, il y avait de l'effiante, mais vous ne savez pas que l'effiante c'est un anticoagulant. Vous l'avez écrit, c'est dans la prescription, vous l'avez signé, vous êtes responsable. Donc on s'arrête, vous arrêtez l'absurdité. Vous êtes libre aujourd'hui de refuser les soins et libre aujourd'hui de refuser de participer à des choses qui vous paraissent malsaines. Alors,
La traçabilité, je vous l'ai dit, je vais faire très vite, pas vous faire perdre trop votre temps. Comment on se compose aujourd'hui pour un chirurgien pour la prescription? Il y a plusieurs cas de figure. Premièrement, la chirurgie réglée. Vous avez vu un malade en consultation, vous le convoquez avec l'anesthésiste, il amène toutes ses ordonnances, et l'anesthésiste qui a la compétence va faire le tri dans les prescriptions et de savoir ce qu'on peut continuer de ce qu'on peut arrêter. Vous savez que certains IEC, si vous les maintenez, c'est des antihypertenseurs, et qu'on fait une indiction au bloc opératoire, ça entraîne une bradycardie, un arrêt cardiaque. Vous n'êtes pas compétent pour savoir si l'IEC prescrit par médecin généraliste, je peux l'arrêter ou non. Donc chirurgie réglée, consultation d'anesthésiste, vous ne recopiez pas les ordonnances des médecins généralistes. Pour les patients hospitalisés en direct, vous avez un malade qui ne va pas très bien, une cholécystite, vous mettez directement dans le service. Vous appelez le tiers compétent, qui est l'anesthésiste, et vous lui demandez de passer voir le malade. C'est le tiers compétent qui valide les prescriptions médicales, et donc vous devez rédiger un protocole de collaboration chirurgien-anesthésiste au sein de l'établissement. Quand le malade a le temps, il passe par le service des urgences, les urgentistes vont mettre en place ces prescriptions, chacun à la hauteur de ses compétences. Au pire, si vous connaissez les médicaments, parce qu'avant on faisait un peu de médecine générale, vous faites une photocopie de l'ordonnance, vous n'avez pas à tout ressaisir, ce n'est pas obligatoire. J'en ai fini sur les obligations médico-légales globales, et on va attaquer après, en 4 diapositives ou 5, les obligations par rapport à Internet. Bien, écoute, c'est dense. Hein, c'est difficile. Alors, je continue après sur le médico-légal, on peut discuter pendant des heures. Hein. On va limiter à quelques questions ciblées. Alors, la meilleure question, lève le doigt. Bon, il y a quelqu'un? Il faut qu'elle soit bonne, ta question. Hein. Non, mais c'est juste pour l'anesthésiste qui prescrit tous les médicaments. Jamais dans un service, l'anesthésiste, il vient... La candeur vient d'exprimer ce que tout le monde ressent. Vieillesse voulait exprimer aussi. Je suis triste de ce que tu me dis, tu as raison. C'est-à-dire, mais c'est là où... Elle parle de l'hôpital, je pense. Non, mais c'est vrai en privé aussi, c'est pareil. Ça, on s'oppose pareil partout. Ouais. Je dirais, la chirurgie française, les chirurgiens, il faut nous remettre au sommet de notre art. Nous n'avons pas accepté de faire un travail qui ne relève pas de nos compétences. Je n'ai pas à m'occuper des relais anticoagulants, je n'ai pas à m'occuper d'un suivi de traitement antibiotique, je n'ai pas à m'occuper d'un certain nombre de choses. Alors, le problème, c'est que certains chirurgiens ne se comportent pas bien. C'est-à-dire qu'il faut, la déontologie est claire, prendre son téléphone et dire « je fais rentrer monsieur machin, est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, le voir et t'occuper de ses traitements ?» L'anesthésiste ne refuse pas. Par contre, quand l'infirmière l'appelle et dit « il y a le docteur machin qui a hospitalisé quelqu'un, il faut venir pour les ordonnances », il dit « allez vous faire foutre ». Le transfert de compétences, c'est de médecin à médecin. C'est de chirurgien à anesthésiste. Nous payons, nous les jeunes, certains excès de nos confrères chirurgiens qui étaient des dieux, on l'est encore un peu, mais beaucoup moins, et qui sont mal comportés avec des professions qui sont nées, je dirais, à notre service, mais qu'aujourd'hui en ont marre d'être à notre service, et qui estiment légitimement que ça doit être dans un rapport d'homme à homme, de femme à âme, en tout cas un rapport égal. Non, ou sinon il faudrait une spécialité comme des médecins généralistes, il en faut un par service qui gère les prescriptions. Pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est pas à nous à le faire. Il faut remettre les pendules à l'heure. Le chirurgien est là pour poser des indications. Éventuellement, il tient compte de la comorbidité. Il est là pour faire des gestes chirurgicaux. Il est là pour s'occuper des suites chirurgicales. Nous n'avons pas. On peut refuser. Alors, même si l'infirmière elle nous dit j'ai rien, tant qu'on n'a pas l'avis de l'anesthésiste, on ne fait pas la presse. Non, tu n'es pas obligé. À ce moment-là, ce que tu fais, si un jour tu as besoin. Si le médicament il n'est pas prescrit. Quoi? On ne sera pas en cause si le médicament il n'est pas prescrit en temps et en heure. Alors, il y a médicaments et médicaments. Les antihypertenseurs, etc., tu ne peux pas laisser un malade sortir, mais il prendra son relais en ville. Mais si, veux dire, la douleur, tu es responsable. L'anticoagulant, ça fait partie un peu de ton métier. Donc ça dépend, il y a des endroits où on est en partage. Mais typiquement, ce n'est pas les malades qui sortent. Le malade qui sort, c'est celui qui a prescrit le médicament durant l'hospitalisation qui est responsable du fait qu'il le continue en extérieur. Si toi qui as prescrit un médicament pendant le séjour, tu le continues. Si c'est l'anesthésie, ça tes prescriptions. Mais on vous a maltraité les internes de chirurgie en particulier, on veut faire aujourd'hui des tâches qui ne relèvent pas de vos compétences. Si un jour tu as un problème, vous interrogez l'ordre national par un courrier, vous faites un mouvement national, les internes de chirurgie ont interrogé le conseil de l'ordre national, est-ce que c'est aux internes de chirurgie de prescrire les antihypertenseurs, les médicaments, etc., les traitements médicaux des patients, oui ou non? Et l'ordre va te dire non. Bon, moi je voudrais quand même tempérer, parce qu'on a une législation qui nous impose des choses impossibles. Comme le temps de travail des internes, tout ça c'est impossible, mais on doit quand même tous les jours soigner les malades. Nous on a un logiciel maintenant aux hospices, mais il y en a dans tous les hôpitaux, où si la prescription n'est pas faite,
eh bien, le malade n'a pas de traitement. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse la prescription. On est devant les médecins anesthésistes, souvent, ils se disent « Non, c'est pas mon boulot, on est en sous-effectif, on peut pas faire ça, etc. etc. » Moi, j'appelle pas tous les jours le médecin anesthésiste pour dire « Est-ce que tu voudrais bien, pour ce malade en particulier, faire ça ?» On n'y arrive pas. Et finalement, ça retombe, c'est vrai, sur les internes qui font ces prescriptions. Et après, c'est du coup par coup dans les services, mais c'est quand même pas facile de faire fonctionner avec ça. Alors si on t'as raison sur un point. Au règlement, non, c'est-à-dire que déjà les internes et les chefs de clinique et les internes en formation, encore plus que les chefs, vous êtes sous délégation d'autorité du chef de service. Après, il y a un pépin, le chef de service assumera. Après, il y a la procédure pénale. Donc, si la procédure écrite dans le service, c'est que les internes de chirurgie recopient les ordonnances, vous recopiez, il y a une procédure, vous n'avez fait aucune faute. Moi, j'ai appliqué la procédure de mon patron. N'empêche que quand vous sortirez, ou quand vous serez taisé, vous êtes responsable de vos actes. Si, alors, quand vous êtes taisé, vous êtes responsable de vos actes, vous êtes dans une... Parce qu'on s'oppose à une procédure administrative qui relève des règlements des pharmaciens. Moi, en pleine nuit, on a des infirmières qui me disent « Je veux une prescription inscrite dans CrystalNet ». Moi, j'ai un fax, je fais l'ordonnance sur le fax et je la faxe dans le service. Je dis maintenant, vous êtes pénalement responsable d'avoir reçu mon fax avec mes prescriptions. L'informatique, je m'en fous, je m'assois dessus. Ne faisons pas dominer nos professions par des règlements administratifs. Ce que dit Xavier, c'est différent. Il avait dit, on a un malade qui a un besoin, il faut trouver une solution. On a trouvé une solution hospitalière, vous êtes couvert pour ça. Mais une fois que vous serez taisé, ne vous amusez pas à prescrire des traitements que vous ne connaissez pas, avec des risques d'anticoagulants, des risques de choc, des risques d'arrêt au bloc opératoire. Il y a certains types de médicaments, en tout cas, qui relèvent complètement d'autres spécialités que la nôtre. Voilà, le traitement de l'hypertension artérielle ou les traitements un peu compliqués. Et quoi? C'est pas ton boulot. Non mais, que vous le fassiez. Aujourd'hui, au sein de l'hôpital, vous êtes couvert. Un certain nombre de spécialités chirurgicales sont, comme nous les urologues, médico-chirurgicaux, un certain nombre de domaines où on peut en gros intervenir. Mais si par exemple demain j'ai un neurochirurgien qui prescrit, je sais pas moi, des ovules vaginaux pour une candidose qui en fait n'est pas une candidose et qui est une tumeur du vagin, parce que je viens d'avoir le cas, ben, il ira assumer sa tumeur du vagin qu'il a traitée par des ovules tout seul. À un moment donné, vous devez vous arrêter. Vos compétences, elles s'arrêtent. Si tu es sûr de ce que tu fais, tu fais. Mais si tu dis, bon là je fais pour rendre service, je vais faire son relais Préviscan, son relais, allez je remets du Xarelto. Le Xarelto, t'as vérifié la fonction rénale? Tu as vu que sa clairance, depuis que tu l'as opéré, elle est divisée par 2, pour de multiples raisons. Donc tu viens de presser de Xarelto en surdosage. Il y a des choses qui ne relèvent pas complètement de nos spécialités. Sachez vous faire aider. On ne va pas s'étendre sur les problèmes de fonctionnement des hôpitaux que je respecte, mais... Juste, comment est-ce qu'on peut réagir face à un patient qui vient vers nous, qui nous explique sa prise en charge par un de nos confrères où clairement il y a eu une erreur de fait? Et parce qu'on peut pas faire la moue, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, on peut pas lui dire non plus que tout a été idéal si c'est mal fait, quoi. Ce que moi je retiens, c'est que pour faire du médico-légal depuis 17 ans et siéger à l'ordre au syndicat depuis des années, il faut toujours les deux versions. Il y a des versions, on m'a dit mais c'est trompé, il a fait ça. C'est possible, monsieur, mais très sincèrement, je ne sais pas pourquoi ça s'est produit. Il est possible que ce soit une erreur, ou il est possible que ce soit pas une erreur pour de multiples. C'est pas à moi à en juger. C'est pas à moi. Maintenant, il faut qu'on retape et qu'on redresse ou qu'on s'occupe de vous. On va s'occuper de vous. Pour le reste, c'est à vous à voir avec qui vous voulez s'il y a une erreur ou non. Moi, j'en suis pas sûr. Et en tout cas, c'est pas à moi à juger. Vous n'avez que la version du malade. Et le nombre de fois où entre la version du malade ou du confrère, c'est complètement différent. Confrère, oui, je suis passé le voir tous les jours. Malade dit, j'ai jamais vu. Ah ben si, je suis passé. Je vous ai jamais vu. Et on finalement se rend compte que le confrère, il ment. Et en qui ment? Est-ce que c'est le malade? Est-ce que c'est lui? Alors à certains dossiers, tu te dis, c'est sûr, c'est trompé de côté. C'est sûr. Bon, écoutez, voyez ça avec lui. Je suis désolé de ce qui se passe, mais bon, on va gérer. L'oubli de compresse, moi, quand je trouve une compresse oubliée, j'appelle le confrère. Et ben là, il me dit, oh, il a oublié une compresse. Je dis, monsieur, ça arrive à tout le monde. Je l'appelle, il va vous prendre en charge, il va enlever la compresse lui-même. Parce que je le renvoie. Et quand on les renvoie, humainement parlant, il n'y a pas d'abandon. Par contre, j'enlève la compresse demain, ça peut arriver, il s'est trompé. Non, vous renvoyez. Allô? Par contre, si le confrère me dit, écoute, ton compresse, je dis, oh merde, moi. Ok, je vais l'enlever la compresse. Mais derrière, tu vas assumer la procédure. Voilà. Donc il faut être très, très, très modéré. Bon, encore une. Non, tu as une question? Je voulais savoir quelles recommandations il fallait qu'on suive, parce que dans votre premier cas clinique avec les biopsies, il y a les recommandations des anesthésistes, les recommandations des urologues, des sociétés savantes françaises, en sachant qu'il y a aussi l'EAU et que la France fait partie de l'Europe. Donc finalement, quelles recommandations on doit suivre? Les recommandations qui s'imposent à une spécialité, c'est la recommandation de sa spécialité. Après, il peut y avoir des discussions
je dirais, juridique sur le fond, avec un juge qui saura voir quelles recommandations on prend. Après, il y a des discussions d'experts. Vous, au quotidien, vous prenez les recommandations de votre spécialité. Certainement pas les recommandations de l'EAU ou de l'AUA ou des États américaines ou ailleurs. C'est les recommandations de la Société française d'urologie. Nous, on a beaucoup de chance, les urologues, parce qu'il y a beaucoup de recommandations accessibles. Les orthopédistes, il y a des écoles différentes, il y a des visions différentes, il y a des traits techniques différentes, et ils ont des recommandations qui sont beaucoup plus pauvres que les nôtres. Nous, c'est une spécialité qui est très cartésienne, c'est plus simple. Bon, on va continuer avec les cartésiens. Donc, Sur tu Internet. nous parles maintenant voilà, d'Internet, de telle façon qu'on ait fini à 12h30 comme c'était prévu. Merci.